Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Épisode 65. Nicolas Péton nous présente Dream the Way, un jeu de rôle vidéo en pixel art qui plonge une version onirique de la Bretagne des années 90 dans une atmosphère d'horreur psychologique. Incarné Théo, un tout jeune garçon qui se retrouve soudainement perdu dans un monde sombre et mystérieux, teinté de légendes bretonnes à la recherche de Louise, sa petite sœur disparue. Bonne écoute. Nicolas Péton, bonjour. Bonjour Josquin. Tu es développeur informatique et développeur de jeux indépendants ? De jeux vidéo indépendants, oui. En tout cas, j'en ai fait un, je viens d'en finir un. C'est quoi un jeu vidéo indépendant ? C'est un jeu vidéo comme tu en as l'habitude, comme tu en vois, sauf qu'il est fait par un petit studio ou par une personne seule. Le titre, c'est Dream the Way. Oui. C'est quoi l'histoire en une phrase ? L'histoire du jeu ou l'histoire de pourquoi j'ai fait ce jeu ? Non, d'abord l'histoire du jeu. D'abord l'histoire du jeu. Alors Dream the Way, c'est un jeu en pixel art, on peut dire avec des gros pixels, comme on y jouait sur la Super Nintendo. C'est un jeu de rôle, un RPG comme disent les Anglais, avec un système de combat au tour par tour et des combats dynamiques. Et c'est l'histoire d'un petit garçon breton dans les années 90 qui se réveille une nuit chez lui et qui est tout seul. Il y a la tempête dehors, il pleut et sa famille, notamment sa sœur, ont disparu. Et il va aller dans une quête pour essayer de retrouver sa sœur. C'est avant tout un jeu d'ambiance. Oui. Et d'ambiance un peu angoissante. Oui, il y en a aussi, il n'y a pas que ça, mais il y en a aussi. Voilà. Oui. C'est un jeu qui a des éléments d'horreur psychologique. C'est le genre, le sous-genre qu'on attribue à ce genre de jeu-là. Il n'y a pas que ça, mais il y en a à certains moments, certaines fois de manière un peu légère, d'autres fois plus intense. Et pour générer, pour animer en fait cette dimension d'ambiance, tu plonges le joueur dans les légendes bretonnes. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est quelque chose en fond, quelque chose de récurrent. Il y a des Corrigans, il y a des Marie Morgan, il y a l'Ankou, il y a des légendes bretonnes. Il y a différentes choses du folklore et des légendes de la Bretagne. Ça se passe aussi en Bretagne, c'est quelque chose d'important, même si c'est pas, encore une fois, le cœur du sujet. On voit des maisons néo-bretonnes, il y a des petits villages de pierre bretons, il y a des mouettes, il y a de la pluie, il y a la mer, voilà. Donc il y a un phare. On est en Bretagne dans les années 80-90 ? 90, le jeu se passe en 92. D'accord. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les Corrigans, c'est des petits lutins et tu les utilises comme agents perturbateurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Corrigans sont souvent un petit peu néfastes ou un petit peu chenappants vis-à-vis des hommes. Donc, dans Dream the Way, je prends le parti de les rendre plutôt comiques et drôles que vraiment mauvais. Même si dans les légendes bretonnes, souvent ils peuvent être assez mauvais. C'est des blagueurs, mais c'est des blagueurs, des blagues voilà. Pas toujours très drôles. Voilà, c'est ça. Dans Dream the Way, ils sont plutôt gentils, plutôt drôles, plutôt loufoques. Et donc tu crées un monde très onirique. Oui. Alors Dream the Way joue sur la notion de réalité. Dès le départ du jeu, dès les premières 15 minutes, on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que le petit garçon qui s'appelle Théo, qui est le protagoniste, rêve, est-ce qu'il est dans un cauchemar ou pas. Je joue avec ça tout le long. Il y a différentes réalités qui se superposent aussi. Il se réveille, il se re-réveille, il se re-réveille. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, on ne sait plus trop. Dans un but d'immersion, dans un but aussi de noyer un petit peu le joueur volontairement pour lui faire se poser des questions. Et oui, c'est ça. Et même l'univers de la Bretagne du jeu, voilà, il montre les légendes comme réelles. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que le joueur se demande assez rapidement où il est, quoi. Tu parles d'un jeu rétro. Alors, c'est rétro parce que le graphisme est en pixel art, mais le reste est loin d'être rétro au niveau de la bande-son, de la musique, des effets sonores, de la richesse du game design. Tu utilises beaucoup des techniques de jeu beaucoup plus récents. Oui. Alors, c'est pas un jeu pour la Super Nintendo, par exemple. C'est un jeu qui tourne sur des consoles d'aujourd'hui, sur des ordinateurs d'aujourd'hui. Le pixel art, c'est un choix. C'est un choix esthétique avant tout. C'est pas une contrainte technique comme ça pouvait l'être il y a 20 ans. Aujourd'hui, bien sûr qu'on peut faire autre chose que du pixel art. Donc, c'est vraiment un choix esthétique de direction artistique.
La musique, c'est pas du tout de la musique 8 bits chiptune comme il peut y avoir sur la Super Nintendo. C'est une musique tout à fait moderne, électro et de la musique d'ambiance. Pareil pour les effets sonores. Il y a beaucoup d'effets sonores qui sont des samples, donc de vrais sons captés. Donc de ce côté-là, c'est pas un jeu comme on pourrait y jouer sur une Game Boy, du tout. Mais par contre, il y a une esthétique, il y a une volonté de rendre hommage à ces jeux auxquels j'ai joué moi pendant mon enfance, tout en modernisant certains aspects, en gardant le côté rétro pour certains autres. Tu parlais de level design, effectivement, il est plus moderne, mais par exemple, il n'y a pas de sauvegarde automatique. Il y a des endroits où on sauvegarde, comme à l'ancienne, qui donne une dimension de stratégie un peu supplémentaire, où il faut réfléchir, il y a peut-être y avoir un boss à combattre bientôt, il va falloir que je sauve, parce que si je perds, il ne faut pas que je retourne 3 heures en arrière, ce genre de choses. Donc il y a un mélange des deux. En parlant de mélange, c'est à la fois un RPG d'action, Oui. mais aussi il y a beaucoup de moments très narratifs. Oui. Et tu mélanges vraiment ces deux aspects-là pour à la fois donner cet aspect dynamique au jeu et en même temps plonger le joueur dans cette ambiance. Oui, alors le jeu est construit en couches. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des éléments de combat, des moments où il y a beaucoup de combats, ce qu'on appelle des donjons, où on va falloir essayer d'avancer dans le donjon, de résoudre des puzzles et combattre des ennemis. Et il y a des moments plus narratifs. Même dans les moments, donc il y a des moments, ça fait comme des moments de vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va se concentrer sur un aspect du jeu, des moments sur un autre, des moments d'horreur psychologique, des moments loufoques aussi. Et même dans les moments de combat ou dans les donjons, il y a pareil, il y a ces phases-là, mais en plus rapprochées. Au sein d'un combat, il y a des moments plus tendus que d'autres. Quand l'ennemi attaque, il faut souvent se concentrer parce que c'est des mini-jeux, il faut faut faire attention à ce qu'on fait. Après, il y a des moments où on va réfléchir, quelle est notre stratégie. Donc c'est toujours comme ça, par vague. Tout le jeu est construit comme ça. Ou par couche, on peut voir ça un peu par couche. Il y a du coup tout un enjeu à trouver les bons équilibres entre ces deux moments. Oui. Mais aussi à l'intérieur de ces moments-là, réussir à trouver la bonne progressivité de la difficulté pour avoir cet effet un peu RPG, et aussi avoir un apprentissage progressif du joueur vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis des possibilités qui s'offrent à lui. Et du coup, ça doit prendre... Comment tu as construit ça ? Comment tu as géré en fait ces équilibres à la fois entre les phrases et à l'intérieur Au début, on tâtonne, on essaye, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas, et puis on apprend. Alors ce que j'ai fait moi, c'est qu'à la fin, donc le jeu est divisé en chapitres, et à chaque fois que j'avais fini un chapitre, je l'ai donné à des joueurs à essayer, et j'ai pris les retours, et j'ai itéré. Le jeu a été fait avec énormément d'itérations. Et les testeurs ont testé pas loin de 700 versions. C'est énorme. Il y a certains jours pendant les semaines de test où je faisais 3-4 versions dans la journée. Donc beaucoup d'itérations. On essaye, on tâtonne, on reçoit les retours des gens qui testent. On avait quand même un nombre de testeurs assez conséquent. Pendant le plus gros playtest, je crois qu'il y avait 150 testeurs. Donc c'est quand même beaucoup. Donc ça fait beaucoup de retours à voir. Je leur demandais aussi à une sous-catégorie d'enregistrer, de s'enregistrer en jouant. Parce que c'est fait sur Internet, donc on ne les voit pas, donc c'est pas le même type de retour, on ne voit pas leurs sensations de la même façon. Donc quand ils s'enregistrent, on peut voir où est-ce qu'ils ont vraiment eu du mal, ou est-ce que... Donc ça a beaucoup aidé. Mais je pense que la clé pour... Effectivement, tu le dis bien, c'est compliqué de manipuler ces différentes phases, de faire en sorte que ça fonctionne toujours bien, que le joueur soit toujours pris dans l'intrigue, mais qu'en même temps, ce ne soit pas que de la narration, mais qu'il y en ait suffisamment, mais qu'il y ait aussi des phases de combat, et que tout ça s'imbrique bien. Que les combats ne soient pas trop faciles, mais... Alors c'est un jeu assez difficile. Le côté rétro et se retrouve là aussi, c'est un jeu qui est pas facile. Je pense que certains joueurs sont surpris dès le début, ils se rendent compte que effectivement il va falloir se concentrer. C'est ce côté un petit peu rétro. Moi j'ai toujours aimé les jeux qui avaient un peu de challenge, qui me demandaient un petit peu de me concentrer, de réfléchir, de savoir d'avoir une stratégie et pas juste on fait tout le jeu et puis en fait la difficulté elle est un peu inexistante. Ce qui se fait beaucoup dans les jeux modernes. Oui, parce qu'on veut perdre personne. Parce qu'on veut perdre personne, voilà, c'est ça. À l'époque même de la première PlayStation, les jeux, c'était pas facile. Ça demandait aux joueurs vraiment de s'impliquer. Dream the Way, c'est un peu ça, même s'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc ça permet quand même aux joueurs qui n'ont pas trop envie de s'embêter de jouer en mode facile, et ça rend le jeu plus accessible. Une ambiance, ça se construit. Oui. Et donc on alterne entre des moments
de vie normale, donc de la vie normale d'un enfant. Ça peut être parfois assez mignon. Mhm. Et puis d'autres moments où justement cette normalité est brisée pour amener cette angoisse. Alors, tu parles d'horreur, c'est le terme qui est employé. Là, il n'y a pas vraiment d'horreur. On ne va jamais être glauque ou Non. dans la série B. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de choses comme ça. C'est pas de l'horreur dans ce sens-là. Des jumpscares, comme on dit, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça non plus. Le jeu, voilà, il s'appuie pas trop là sur ces choses-là. On parle d'horreur psychologique pour cette angoisse, pour ces moments de doute, ces moments sombres, où voilà, on se demande qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte, où commencer. Voilà, c'est plus l'univers, la construction et l'atmosphère, effectivement, et puis le déroulement de l'histoire aussi après, plus tard dans le jeu. Qui lui donne ce côté horreur psychologique. Il n'y a pas effectivement de gore ou d'effusion de sang. C'est pas ce genre de jeu-là du tout. Tu parlais de cette différence entre la vie normale d'un enfant et puis ces moments plus sombres. Le jeu joue beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de moments où on va voir Théo et sa sœur Louise dans leur vie du quotidien, et d'un coup on passe à autre chose dans les mêmes environnements, donc des environnements familiers mais qui sont modifiés de certaines façons pour induire ce sentiment-là chez le joueur. Ouais. Puis de changement d'atmosphère, changement de musique, changement d'effets sonores. Voilà. Quand on regarde attentivement, on note que tu as porté une très grande attention aux détails, à la lumière. Oui. Tu apprécies beaucoup la photographie, tu as Oui. beaucoup nourri ton jeu avec ça. Oui, tout à fait. Sur l'aspect animé de déplacement des personnages, etc. C'est quelque chose que tu fais pour les joueurs ou pour toi? C'est une question compliquée parce que effectivement je fais ce que j'aime et je fais le jeu auquel j'aurais voulu moi jouer, je pense, dans le fond. Et de toute façon, Dream Away, c'est un projet passion, donc si je suis arrivé au bout, c'est parce que j'aimais ce que je faisais pour moi d'abord. L'idée ensuite, c'est que si ça me touche moi, j'espère que ça touchera d'autres personnes. Mais effectivement, j'ai pas fait pour répondre à un cahier des charges, si c'est ça ta question, du tout. J'ai fait ce que j'aimais, de la façon dont j'aimais le faire, avec les outils que j'avais à ma disposition aussi. Tu parles de lumière, par exemple. Oui, c'est quelque chose auquel je suis sensible, parce que je fais de la photo en amateur, mais j'aime quand même beaucoup la photographie. En termes de musique aussi et d'effets sonores, j'ai fait des choses qui, moi, me parlaient. Donc, je pense que c'est sûrement avant tout fait pour moi-même, avant d'être fait pour les autres. Mais je pense que c'est le cas de tous les projets passion. Ouais. Donc, on développe tout seul dans son garage. C'est quoi il faut un engagement total, j'imagine. Oui. Alors, j'ai eu la chance d'être suivi par une maison d'édition qui s'appelle Pineapple Works, qui m'a soutenu, qui m'a gardé sur les rails aussi à certains moments, qui m'a laissé la direction artistique complète du jeu et la propriété intellectuelle. Donc ça c'est chouette, j'ai pas eu de contraintes à ce niveau-là. Mais ils m'ont aidé, ils m'ont guidé aussi sur certaines choses techniques que je maîtrisais pas, comme le portage sur les consoles et les spécificités de certains matériels. Donc j'ai eu de l'aide quand même. Je ne l'ai pas fait tout seul, sans avoir jamais de choses concrètes auxquelles me référer. Voilà. J'avais des gens autour quand même qui me guidaient, qui m'aidaient. Mais pour la partie technique, c'est toi qui le développe. C'est moi, ouais. C'est moi qui le développe, qui le dessine, qui anime les personnages, qui fait la musique, qui fait les effets visuels, le script, le scénario, les dialogues. Enfin, on peut, voilà. Tu peux y aller, il y en a, les casquettes, il y en a plein. C'est moi qui ai tout fait, effectivement. Encore une fois, j'ai eu de l'aide aussi par moment, de façon ponctuelle. J'ai un compositeur qui a composé 5 morceaux du jeu. Alors, il y a 45 morceaux, donc ça fait une petite partie, mais ouais, quand même, quoi, tu vois. Il y a deux dessinateurs qui ont fait quelques petits dessins de pixel art dans le jeu. Il y a 2-3 animations qui ne sont pas de moi, par exemple, qui sont faites par d'autres personnes. Donc il y a quand même quelques... Voilà, et puis le jeu se nourrit aussi pas mal de choses que les testeurs et que la communauté m'a donné. Des idées, des modifications, certaines parties que j'ai complètement revues. Donc voilà, donc c'est moi qui ai tout fait, mais entouré quand même. Donc ça veut dire faire un jeu indépendant, c'est pas être isolé. Non, c'est pas en isolement total. Je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit en isolement total comme ça. Pas quelque chose de multimédia comme ça. Je pense que c'est pas... D'une, c'est gros, c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est difficile d'arriver au bout parce qu'on a vite fait de se perdre dans la masse de travail, déjà, dans la charge de travail, et puis aussi dans la variété de choses à faire. Parce que ça touche à beaucoup de domaines, en fait, un jeu vidéo. Donc si on part sur faire un jeu tout seul,
je pense qu'il faut être entouré. Je pense que sinon c'est compliqué. Déjà c'est compliqué, mais si en plus on n'est pas entouré, je pense que ça rend la chose encore plus compliquée. Et donc, Puis un autre aspect aussi, pardon. non, mais Un autre aspect aussi, c'est que en tant que créateur, on peut pas voir le jeu d'un point de vue extérieur. Donc si on n'a personne pour nous donner cet avis extérieur, on va se perdre dans ce qu'on pense que le jeu est, mais sans avoir le recul nécessaire pour savoir ce qu'il est vraiment. Et je pense que ça, c'est aussi une clé importante pour laquelle il ne faut pas le faire en isolement total. Et du coup, qu'est-ce qui fait un jeu indé ? Alors, à l'origine, indé veut dire indépendant, donc indépendant financièrement, ce qui veut dire sans financement extérieur. Ouais. On l'étend aux jeux qui n'ont pas d'éditeur, parce que les éditeurs sont aussi souvent producteurs. Un éditeur-producteur, il publie le jeu, mais il va payer pour sa production. D'accord ? Moi, mon éditeur, c'est pas le cas. Ils sont éditeurs purs, et à côté de ça, ils font le portage pour les consoles. Il s'occupe plus de la diffusion que de la création. C'est de la diffusion, ouais, tout à fait. Ouais. Il ne s'occupe pas de la création, ni de financer cette création-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle indépendant pour ça. Alors indépendant, aujourd'hui, ça ne veut plus trop dire ça. Ça veut dire des petites équipes, en fait, des petits budgets, plus. Des jeux qui vont plus tirer leur épingle du jeu, avec des idées nouvelles, avec des innovations sur des petits concepts ou des choses qui sont techniquement moins lourdes, donc pas de grosses 3D réalistes, pas de choses comme ça, et qui vont utiliser d'autres aspects du médium pour se différencier. Voilà. Donc à la fois, ça veut dire ne pas avoir la pression des gros jeux qui doivent absolument plaire à tout le monde pour rentrer dans leurs frais. Oui. Et donc, tenter des choses. Oui, et en tout à même fait. temps, c'est aussi avoir des moyens limités. Oui, bien sûr, mais c'est une contrainte qui est utile aussi, parce que imagine faire un jeu tout seul et tu as toute la vie devant toi et autant d'argent que tu veux. Il ne sera jamais fini. Bah voilà, c'est ça en fait. Tu vas dire, très bien, moi je vais faire un gros jeu en 3D photoréaliste. Et puis tu te rends compte que la première scène, il faudra 5 ans pour la faire. C'est pas possible. Et au bout de 5 ans, les outils ont changé. Voilà, c'est ça. Donc la contrainte, elle est utile aussi. Elle est utile pour rester concentré sur quelque chose de réalisable. Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué quand on fait un jeu. Alors Dream the West, c'est déjà un assez gros jeu. C'est 10 à 12 heures de jeu. C'est 1500, on appelle ça des sprites, on peut dire des dessins en pixel art. C'est des centaines d'effets sonores. C'est 45 morceaux. C'est gros quand même déjà pour une personne. Mais j'ai quand même essayé de limiter, de rester cadré dans quelque chose qui était réalisable. Donc je pense que la contrainte, elle est importante en fait. Elle est utile. Et puis elle est utile aussi pour un aspect de direction artistique. Plus on est sous contrainte, plus on a tendance à faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais. Mais du coup, ça reste. C'est pas un petit jeu, c'est un jeu. Oui, non, c'est pas un petit jeu. C'est pas un petit jeu mobile ou un petit jeu qu'on va faire en 1 heure ou un petit jeu avec juste une petite mécanique. Non, c'est un jeu. Effectivement, c'est un jeu qui raconte toute une histoire, qui va du début à la fin. C'est un jeu qui a plusieurs fins, donc plusieurs chemins qu'on peut prendre avec des variations dans le gameplay. Oui, non, c'est un jeu. Voilà, c'est pas un petit jeu. Si on plonge dans les outils, qu'est-ce que tu as utilisé comme moteur Alors j'ai utilisé, moi je suis un grand fervent du logiciel libre, même si le jeu lui-même, le code n'est pas libre. J'aimerais bien un jour pouvoir le libérer, mais bon, il faut aussi penser aux finances et à l'aspect commercial de la chose. Mais je suis grand utilisateur de logiciels libres. Je m'y suis tenu quasiment exclusivement pour faire le jeu. Le moteur, c'est un moteur qui s'appelle Godot, qui est un moteur open source, sous licence MIT, je crois, qui est très très bien, qui petit à petit commence à se... je ne vais pas dire être le standard, mais à être vraiment très utilisé par les développeurs indés. Pourquoi ? Parce qu'un moteur libre veut dire pas de royalties, pas de choses comme ça. Certains moteurs, tous les autres moteurs commerciaux posent des problèmes en termes de finances et de royalties derrière. Donc Godot pour le moteur. Pour tout ce qui est du dessin, j'ai utilisé Krita pour une certaine partie et Sprite, qui est un logiciel spécifique au pixel art, pour une autre partie. Sprite n'est pas libre, il n'est plus libre, mais le code source est toujours sur GitHub. Donc il est à double licence. C'est-à-dire qu'on peut le télécharger et le compiler soi-même, mais si on veut prendre un binaire, il faut le payer. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le dessin. Pour la musique, alors pour la musique, je suis passé par différentes phases. J'ai commencé avec du libre, j'ai commencé avec LMMS sous Linux.
Je suis assez rapidement arrivé aux limites de l'MMS pour tout ce qui est notamment sample. L'MMS ne fait pas d'audio, il ne fait que du synthé. Donc je suis arrivé à mes limites pour ça. Je suis ensuite passé à Hardour, que j'ai trouvé excellent. Et dernièrement, plus récemment, je suis passé à Reaper. Donc j'ai encore changé. Pourquoi Reaper ? C'est parce que c'est le standard de l'industrie. Parce que voilà, tout le monde qu'on connaît, parce qu'il y a énormément de ressources en ligne, parce que c'est un standard, il tourne nativement sous Linux. Moi, j'ai développé tout le jeu sous Linux, donc c'était aussi quelque chose d'important pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'oublie sûrement des choses, mais c'est disons les 3 outils principaux, quoi. Ok. Pour mener à bien cette opération, tu as développé une communauté. Oui. Comment tu l'as construite, à quelles occasions, et pareil, quels ont été les moteurs de cette communauté? Alors il y a eu plusieurs phases, je pense. Au départ, j'ai pas vraiment voulu monter une communauté. J'ai parlé du jeu sur Twitter, tout simplement. C'est comme ça que je trouvais mon éditeur aussi, sur Twitter. Enfin, ils m'ont vu sur Twitter et après on a discuté. C'était il y a quelques années. Oui, c'était il y a déjà plus de 2 ans. Oui, donc quand Twitter était encore Twitter. Quand Twitter était encore Twitter, exactement. Je dirais toujours Twitter, moi. Donc ça a commencé comme ça, je parlais du jeu, ça a commencé à prendre petit à petit. Au début, c'était timide, mais en même temps, c'était les débuts du jeu, donc c'était, voilà, visuellement, c'était assez timide aussi. Hein. Et puis petit à petit, ça a pris, et puis un jour, on m'a dit, ouais, mais il faudrait que tu crées un Discord. Ah, je me dis, tiens, ok. Bon, je vais faire un Discord. Discord, c'est un logiciel de chat, en fait. Hein. C'est un logiciel où les gens vont sur des... Ils appellent ça des serveurs, mais c'est pas vraiment des serveurs. Mais c'est Des salons. Des salons, ouais, c'est ça, c'est des salons, en fait. Hein. Ils vont sur des salons. Les salons ont un nom, ils sont dédiés à une chose en particulier. Donc, j'ai fait un pour mon jeu. Et puis, les gens commençaient à aller dessus, à discuter. Et puis, ça a grossi de manière assez organique. Hein. J'ai rien fait de particulier. Je dis, voilà, si vous voulez venir se discuter avec moi sur Discord, c'est là. Et puis, je pense que les gens aimaient bien pouvoir discuter avec moi aussi, voir le process de création du jeu, parce qu'il n'était pas du tout fini à l'époque. Hein. C'était encore qu'un projet à ses débuts. Et puis ça a grossi. Et l'élément qui a vraiment déclenché l'aspect communautaire, c'est la campagne de financement participatif. J'en ai fait une en février de l'année dernière. Donc il y a une bonne année et demie maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui ont joint la communauté à ce moment-là, qui ont trouvé le jeu, de par Kickstarter, c'est sur cette plateforme qu'on a fait, et qui ont rejoint la communauté et qui sont restés depuis, qui sont devenus testeurs même après. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Disons une première phase où quelque part j'ai pas vraiment fait exprès. On m'a dit fais un Discord, j'ai fait un Discord, les gens sont venus et voilà, c'est de manière naturelle. Et une deuxième phase effectivement où il y avait plus de marketing parce que je voulais financer le jeu. Ouais. Et là il y a beaucoup de gens qui sont, peut-être la moitié de la communauté est venue en quelques semaines, quoi. Donc le Kickstarter a bien marché? Le Kickstarter a très bien marché. J'avais un objectif de levée de fonds de 20 000 €, qui est relativement modeste, mais qui était ce qu'il me fallait. Et on a levé 32 000. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Et ça suffit pour financer un jeu? Non. Non, ça suffit pas pour financer un jeu, mais une partie de développement du jeu a été faite alors que j'avais un emploi sur mon temps libre. Et c'est qu'après le Kickstarter, quelques mois après, que je m'y suis mis à temps plein. Donc en fait, le Kickstarter a financé la dernière phase de développement du jeu, uniquement. Ça prend un temps considérable d'animer une communauté et de poursuivre le développement du jeu en parallèle? Oui. Alors il y a plusieurs choses qui m'aident. D'abord, il y a une partie de la communauté qui est très impliquée et qui aide beaucoup à la gestion de la communauté. J'ai des membres de la communauté qui sont modérateurs, par exemple. Voilà. Ça change tout quand tu as des gens qui t'aident, qui te suivent et qui t'aident. Donc il y a ça. Et puis il y a en plus de ça mon éditeur qui m'aide aussi sur les réseaux sociaux. Des fois c'est moi qui poste sur Twitter par exemple, ou sur Reddit ou sur d'autres réseaux. Des fois c'est pas moi en fait. Des fois c'est quelqu'un chez mon éditeur, l'équipe marketing qui s'occupe de ça. Je pense que si tu regardes d'ailleurs tu vois assez vite la différence. On n'écrit pas de la même façon. Mais donc voilà, donc je le fais pas tout seul. L'aspect communication et l'aspect gestion de communauté, je le fais pas tout seul. Je modère assez peu le Discord par exemple, c'est souvent pas moi qui modère. Il y a beaucoup de trolls? Quelques-uns, comme toute communauté qui se respecte. Mais ça va, non, la communauté est très bienveillante, tu vois, il y a... C'est des corrigans, en fait. Ouais, c'est ça. Non, franchement, la communauté est bienveillante. Il y a eu quelques trolls, il y a eu quelques spams, il y a de ça, mais les modérateurs sont réactifs, on sait gérer assez vite, donc la communauté est plutôt sympa, on s'y sent bien, je pense, les gens sont chouettes. Et tu vois, il y a des gens qui font
qui ont fait du fan art, par exemple, des dessins, des personnages. Il y a, tu vois, des choses comme ça qui s'organisent, qui sont plutôt sympas. Donc au contraire, je pense que c'est une communauté dans cet Internet assez toxique qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est une communauté plutôt chouette. Bien, ça compte. Ouais, ça compte carrément. Ton éditeur le distribue où ? Alors le jeu est sorti sur les e-shops, les stores en ligne de Xbox et Nintendo. Et il est aussi sur Steam pour les joueurs PC et sur GOG pour ceux qui n'aiment pas Steam. La plupart des gens jouent sur Steam. Mais le jeu est disponible sur PC sur les 3 systèmes d'exploitation principaux, donc Windows, Mac et Linux. C'est à destination de quel type de public ? C'est pas vraiment pour les enfants très jeunes. C'est pas pour les enfants très jeunes, non. Tu vois, j'ai laissé mon fils de 9 ans y jouer jusqu'au chapitre 4 sur 6. Les 2 derniers, j'ai dit non. Voilà. Ça devient trop... Il y a trop d'horreur psychologique. Et puis, il y a aussi l'histoire qui est une énigme. Hein. On se demande ce qui se passe tout le long. Bon, à la fin, on comprend ce qui se passe. Et bon, c'est pas pour les enfants, quoi. Ouais. Le jeu est classé 12 ans en France. Dans la plupart des pays d'Europe, sauf en Allemagne, c'est 16 ans. Tu vois, donc, suivant les pays, suivant comment ils jugent de ça. Aux US, c'est teen. Donc, teen, c'est 12 ans aussi à peu près, je pense. Hein, c'est ça. Et en Asie, ça dépend des pays. Je crois qu'au Japon, c'est 16 aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est un public relativement averti. Des ados peuvent y jouer. Il y a plein d'ados qui jouent. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas pour un enfant plus jeune, quoi. Ouais. C'est pas mignon. Eh ben, si, le jeu joue sur ça, cet aspect mignon aussi. Donc on pourrait croire, mais non. Certaines phases, oui, mais pas tout le jeu. Certainement pas tout le jeu. Donc c'est un jeu qu'on va plutôt offrir pour Halloween que pour Noël ? Ouais, carrément. Il est sorti là pour cette raison-là. Hein. C'est que c'est la saison. Hein. Ouais. C'est pas un jeu Noël pour jouer avec ses enfants. Non. Après, des enfants un peu plus grands. Voilà, c'est ça. Ouais, des ados, des enfants au collège ou au lycée, il n'y a aucun souci. Mais pas plus jeunes que ça. Est-ce que tu as pensé à un moment en faire un mode multijoueur ? Non. Oui, mais non. Alors multijoueur dans le monde d'aujourd'hui veut dire multijoueur en ligne souvent. Multijoueur en ligne veut dire des serveurs, de gérer de la latence réseau. Voilà. Il y a plein de choses à gérer, même si il existe des outils, des frameworks qui facilitent ça. C'est comme compliqué. Et puis c'est un jeu narratif, donc c'est une histoire à vivre. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait en solo de toute façon. Ouais, ou alors on reste rétro et on fait comme à l'époque, chacun une vie. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut. Ouais. Mon frère, il joue avec sa compagne. En ce moment, ils font comme ça. Voilà. Je crois qu'il est un peu meilleur qu'elle au combat, donc c'est un peu plus lui qui joue dans les donjons, mais sinon ils alternent. Ouais, on peut faire comme ça aussi, bien sûr. On peut partager l'expérience du jeu, hein, tout à fait. Mais c'est pas un jeu où on va jouer à 4 ou 5 ou 6 ou même sur des gros serveurs en mode massivement multijoueur. Pas du tout ça. C'est vraiment une histoire qui se découvre, qui se vit tout seul dans son salon ou sur son ordi. Je pense que c'est comme ça c'est pour ça que le jeu est fait, quoi. Est-ce que tu as déjà des envies pour la suite ? Est-ce que il y a des conditions pour lesquelles ces envies se réaliseraient ou pas ? Oui. Alors j'ai des envies, ça c'est sûr. Des conditions aussi. J'ai appris beaucoup de choses avec ce jeu. Alors il y a un aspect financier, hein, bien sûr. Il faut que le jeu fonctionne suffisamment bien d'un point de vue strictement commercial pour justifier d'en faire un deuxième. Si j'en faisais un deuxième, il faudrait que le jeu soit rentable pour la durée totale de son développement, ce qui n'était pas du tout la contrainte de Dream the Way. Ce premier jeu-là, je n'avais pas de contrainte financière au départ. Donc il y a ça qui change, qui rend les choses très différentes. Je pense aussi que si je faisais un deuxième jeu, je me le ferais plus rapidement. Parce que déjà, j'ai appris beaucoup, mais aussi parce que je ferais un jeu plus petit. Je ne peux pas justifier de prendre un risque sur 3 ans, par exemple. Mais tu resterais en indépendant ? Ouais, je pense, ouais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler avec des gens de manière ponctuelle, mais je pense que cette liberté créative et le fait d'être... forcément, tu es tout seul, donc tu as une certaine cohérence. Tu es le chef d'orchestre de tous les aspects du jeu. Tu contrôles aussi bien... tu crées une scène, tu contrôles aussi bien la musique que les dessins, que tout ce qui s'y passe. J'ai pas envie de lâcher ça. J'ai pas envie de faire un jeu au sein d'une grosse équipe ou au sein de choses. Ça m'intéresse pas du tout, ça. C'est vraiment cette liberté créative qui m'intéresse. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je lâcherai pas si je fais un deuxième jeu. Maintenant, je ferai sûrement un plus petit jeu. Un jeu peut-être un peu plus court, mais ce sera un jeu aussi qui serait sûrement un peu moins cher.
Ouais. Voilà. Donc voilà. En termes de marché, je viserais quelque chose de différent, je pense. Donc tu as appris en fait maintenant mieux tu peux mieux cerner maintenant en fait le temps et les ressources que demande Oui. chacun de tes choix. C'est ça. Et puis, quel marché viser? L'industrie du jeu vidéo, c'est un milieu assez difficile. Hein. C'est un milieu où il y a beaucoup de monde. C'est un milieu qui est très, très féroce. Hein. Les gros jeux, les gros studios écrasent la concurrence d'un point de vue rien que de visibilité, en fait. Hein. Sortir un jeu en même temps qu'un énorme jeu, ton jeu, il a aucune chance d'être vu, même par la presse, en fait, parce qu'il y a trop, tu vois. Donc, c'est un milieu qui est très difficile. Faut se dire que sur Steam, qui est la plateforme principale, il y a une dizaine d'années, il y avait peut-être je vais dire entre 5 et 7 000 jeux qui sont sortis en une période de 12 mois, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 17-18 000 en une année. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il y a des jours, il y a 30 jeux qui sortent. Donc c'est un marché qui est saturé, qui est difficile. Je crois que c'est 80% des studios qui ne font qu'un seul jeu qui abandonnent. C'est beaucoup, hein. Oui. C'est énorme. Donc voilà. Et même des très bons jeux. Et même des très bons jeux. Ouais. Il y a de très bons jeux qui sont de cuisants échecs commerciaux. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc c'est un milieu difficile. Si j'en fais un deuxième, il faudra que ce soit sous contrainte claire, avec un objectif clair et des choses que je pense être réalisables et financièrement viables. Voilà, ce sera ma condition. Sans lâcher la direction artistique totale du jeu. Ça, c'est quelque chose qui... Sans ça, j'ai pas d'intérêt à le faire, en fait. Tout simplement. Et ça sera toujours en Bretagne, hein? Je sais pas, peut-être pas. Tu sais, je l'ai fait en Bretagne, j'aurais pu faire... Moi, j'avais vraiment envie de raconter cette histoire-là, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction, par exemple. Je me verrais bien faire un jeu narratif, mais de SF. Ouais. J'aime beaucoup le genre de l'anticipation, par exemple. Ça aussi, ça me plairait bien. Je pense que je resterai sur des jeux narratifs, en tout cas. Ouais. Pourquoi abandonner le combat? T'aimes pas jouer à la bagarre? Alors si, j'aime bien, et peut-être qu'il y en aura dans mon prochain jeu, peut-être que ce sera de l'action, peut-être que ce sera un RPG pareil avec du combat tour par tour, je sais pas. Disons que je suis pas ce genre-là, le choisir est-ce que ça va être un combat d'une façon ou d'une autre, voilà. Ça, je suis pas très forcément si attaché que ça. Je joue à différents jeux qui me plaisent, types de jeux qui me plaisent, ou genre. D'autres qui me plaisent pas et que je ferai pas, bien sûr. Mais ça, j'y suis pas si attaché que ça. Je me vois bien essayer des choses différentes. Je me rends compte aussi que peut-être que si je fais un autre jeu, le prochain n'aura pas de combat pour la simple raison que on peut pas plaire à tout le monde. Mais s'il y a des combats et qu'en plus ça dépend des capacités du joueur, de sa dextérité et de ses réflexes, on va plaire à encore moins de monde. Ou en tout cas, ça va être plus diviser les joueurs. Et si je veux faire un jeu qui soit un succès commercial avec les contraintes que je viens de décrire, qui sont plus difficiles, je pense qu'il faut essayer, par certains aspects, en tout cas, d'être plus complaisant. Ou en tout cas de tenir à des choix plus lisibles. Parce que là, quelque part, tu as mis une grande partie de ce qui te plaisait dans ce jeu. Oui, c'est pas un jeu qui répond à un cahier des charges, clairement pas. C'est un projet que j'ai fait parce que je voulais le faire comme ça, parce que moi, ça me plaisait, ça mélange effectivement différentes choses. Ça, c'est sûr, oui. Donc, si peut-être, comme tu dis, quelque chose de plus... avec un cahier des charges plus clair, plus défini. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été difficiles pendant ce développement? Il y a plusieurs choses qui ont été difficiles. La chose la plus dure, ça a été la gestion du temps. Parce que c'était beaucoup de travail. Alors, je suis arrivé avec 20 ans d'expérience dans le développement logiciel en pensant savoir combien de temps prenaient les choses. En fait, pas du tout. Je me suis complètement trompé. Parce que j'ai vu ça avec l'œil d'un développeur, donc d'un informaticien, et pas l'œil d'un créatif. Et du coup, je me suis imaginé que s'il me fallait tant de temps pour faire telle partie, il suffisait de multiplier par le nombre de parties, et puis on arrive à la fin. En fait, pas du tout, c'est complètement faux. C'était c'était largement sous-estimé. Donc, la gestion du temps a été compliquée. Surtout que faut penser vie de famille, il faut penser le boulot sur une partie de ce temps-là, parce que j'avais mon boulot. Donc, ça a été compliqué. Ça, c'était vraiment difficile. À tel point que par moments, je pensais que j'y arriverais pas. Qu'en fait, c'était trop de travail et que j'y arriverais jamais au bout. Au final, j'y suis arrivé, mais ça a été le plus compliqué pour moi. Et le plus frustrant. Et par contre, ce qui t'a permis de rebondir dans ces cas-là, qu'est-ce qui étaient les points les plus positifs, hein? Alors, dans la production elle-même du jeu, je pense que ça a été... à chaque fois que je finissais un chapitre ou une section bien précise du jeu, que j'attaquais quelque chose de nouveau et que cet élan créatif revenait,
Parce que développer un jeu, ça fait en plusieurs phases. Au début, on imagine, on invente, on crée, on dessine, on fait de la musique, on crée un univers. Et puis après, il y a la phase plus technique. Et puis après, il y a les détails, il y a le peaufinage qui prennent beaucoup de temps, qui sont beaucoup moins créatifs, beaucoup plus techniques. Donc à chaque fois que je revenais à cette phase-là, c'était vraiment une sensation, voilà, j'avais des ailes qui poussaient, quoi. C'était génial. Et puis aussi le soutien de la communauté, qui a toujours été là, qui a toujours été derrière moi, qui a toujours été honnête avec moi et qui m'a toujours soutenu. Ça a été... sans communauté, je ne sais pas si je serais arrivé où. Ok. Et sans le soutien familial aussi, faut le dire, je pense. J'ai eu beaucoup d'aide de ma compagne qui m'a soutenu tout le long et qui a fait des sacrifices aussi, je pense, pour que j'arrive au bout. C'est un peu son jeu à elle aussi. Ouais, je pense que c'est un peu son jeu à elle aussi, carrément. Merci beaucoup, Nicolas Peton. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.